Pour mieux comprendre les enjeux autour de la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, nous avons interrogé Kylian Lelgouarch, président de l'ISNI et interne en médecine générale à Montpellier-Nîmes. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Kylian Lelgouarch, président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, qui représente tous les internes de France, de chaque subdivision, de chaque spécialité. Et je suis interne à Montpellier en médecine générale et en dernière année. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi consiste concrètement la réforme visant à réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux? Alors aujourd'hui, il y a deux propositions de loi, la proposition de loi Garot et la proposition de loi Moulier, une à l'Assemblée, une venant du Sénat, qui effectivement vise à mettre fin à la liberté d'installation, ou réguler, c'est d'autres termes aussi utilisés par les députés. Les deux ont la même philosophie, je dirais, notamment celle du député Garot, d'empêcher toute nouvelle installation dans les territoires dits surdotés. Alors moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'un territoire surdoté, parce que globalement on manque de médecins partout en France, dans chaque département français on a un manque de médecins cruel. Et donc ces propositions de loi visent à empêcher justement, celle de la loi Garot par exemple, dans 4500 communes, à empêcher toute nouvelle installation médicale alors qu'ils ont aussi besoin de médecins. Alors pourquoi l'ISNI et les internes en médecine s'opposent-ils à cette réforme et quels sont les points qui suscitent votre inquiétude? Alors nous on s'y oppose pour trois raisons. La première, c'est que ces réformes ne permettront pas d'améliorer véritablement l'accès aux soins des Français. En France, il y a à peu près 5 à 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On a à peu près 7 à 8 millions de patients qui sont sous ALD, qui n'ont pas de médecin traitant non plus. Sauf que cette proposition de loi, en réalité, c'est un mensonge aux Français. On ne va pas réussir à améliorer l'accès aux soins des populations qui en ont le plus besoin. Ceux qui sont le plus éloignés justement des médecins, ceux qui sont dans des territoires où ils ont accès en termes techniques à peu près à 2,5 consultations par an. Et ça, malheureusement, ces propositions-là ne permettent pas d'améliorer. Donc déjà, on fait fausse route sur les solutions qui sont à apporter. La deuxième raison, c'est qu'elle touche une jeunesse médicale, puisqu'elle ne touche que les nouveaux installés. Une jeunesse médicale qui, aujourd'hui, ne fait qu'alerter les pouvoirs publics sur la longueur qui augmente d'année en année, sur la 4e année de médecine générale qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps, nos études médicales qui sont déjà très dures, très difficiles. Et puis, la troisième raison, je dirais, de pourquoi on est contre cette réforme, c'est qu'elle se base sur un zonage aujourd'hui de médecins, seulement le zonage des médecins généralistes, qui ne prend pas du tout en compte justement les besoins des populations sur le territoire. Donc pour toutes ces raisons, c'est des réformes qui, au fond, veulent lutter contre les déserts médicaux, mais qui, en réalité, ne vont absolument pas améliorer la situation en France. Où en sont ces deux réformes aujourd'hui? Ont-elles déjà été adoptées par l'Assemblée nationale ou on attend encore un décret d'application? Alors pour la loi Garot, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale à 23h50 avec très peu de députés dans l'hémicycle. Pour la loi Moulier au Sénat, elle a également été adoptée. Donc ces deux lois vont par essence plutôt, aller chacune à l'Assemblée et l'autre au Sénat. Il y a une navette parlementaire qui doit se faire. La petite particularité, c'est que le gouvernement ne soutient pas la loi Garot. Ils se sont opposés justement à la loi Garot. Grâce à notre mobilisation au quotidien, grâce à la grande manifestation qu'on a fait le 29 avril partout en France, et notamment à Paris. Et il y a dans cette loi justement Moulier qui vient du Sénat, il y a des dispositions que le gouvernement voulait porter au travers du plan Bayrou qui a été annoncé il y a pas très longtemps, qui ont justement été introduites dans cette proposition de loi. Donc il y a encore une navette parlementaire qui doit se faire dans les prochaines semaines. Alors quelles conséquences concrètes pourraient avoir ces réformes sur l'installation et la carrière des jeunes médecins? Alors déjà la première des conséquences, c'est de décourager le peu d'internes qui ont envie de s'installer. Quand on regarde nos chiffres, on est à peu près à 10% d'internes qui souhaitent s'installer à l'issue de leur internat, ce qui est très peu, 10%, un interne sur 10. C'est extrêmement peu. On est par essence, pendant notre formation, très peu formé à s'installer en libéral. Aujourd'hui, pour s'installer en libéral, c'est comme être un mini-chef d'entreprise, savoir une secrétaire, avoir des salariés, gérer sa comptabilité. Enfin, c'est être justement un chef d'entreprise et ça, c'est très compliqué. Et pendant notre formation, on n'est pas du tout formé à cette partie-là, qui pourtant sera notre quotidien sur l'ensemble de notre exercice médical. Donc cette loi aura pour objectif, aura comme conséquence de bureaucratiser la médecine, qui est déjà, on connaît, la France est un pays qui est extrêmement bureaucratique, avec beaucoup de normes, beaucoup d'éléments. Donc de bureaucratiser et en donnant la main justement aux agences régionales de santé, aux ARS, la possibilité d'accepter ou de refuser l'installation d'un médecin sur un territoire. On pense que c'est pas la bonne solution. On pense que au contraire, ça va décourager le peu de gens qui voulaient s'installer et qu'au contraire, ça favorisera soit les hôpitaux publics, soit ce qu'on appelle le déplaquage, de plus faire de la médecine ou de partir à l'étranger. Et ça, c'est quand même dans un contexte de pénurie médicale extrêmement dommageable. Et alors, quelles propositions ou alternatives l'ISNI défend-elle face à cette réforme? Nous, on défend une réforme de cohérence et sur du long terme. Parce que l'accès aux soins, à la santé, c'est compliqué. C'est la première
préoccupation des Français et c'est nous, en tant que médecins, notre première préoccupation aussi. Donc nous, on défend un plan de cohérence, c'est-à-dire que là où on s'installe, toutes les études le montrent, c'est là où on est né, ou là où on est passé en stage. Moi, je suis né en Bretagne, donc soit je vais m'installer en Bretagne, soit je vais passer en Lozère en stage, soit je vais m'installer en Lozère parce que j'y suis passé. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que pendant nos études médicales, on ne soit pas déraciné de notre bassin de vie d'origine, sauf si on le souhaite évidemment, pour justement pouvoir y retourner beaucoup plus facilement. Un étudiant qui vient, je prends souvent cet exemple, quand j'étais à Mayotte il n'y a pas très longtemps, il y avait un étudiant mahorais, un interne mahorais, qui est en train de construire sa maison de santé à Mayotte. Et évidemment, il n'y a qu'un mahorais pour créer sa maison de santé à Mayotte, parce qu'il connaît son territoire, il y a sa famille, ses amis, enfin voilà, donc évidemment qu'il a envie d'y revenir. Donc un étudiant qui vient d'un territoire a 3 à 4 fois plus de chances d'y retourner. Donc nous, on veut favoriser ça, le fait que dans les territoires isolés ou plus éloignés des facs de médecine, on puisse aller voir les étudiants au lycée pour leur dire mais vous aussi, vous avez les connaissances et les compétences pour faire médecine, donc allez-y, même si c'est à 1 heure, 2 heures de route de la fac, allez-y, on va vous y aider, les collectivités peuvent aider. Donc ça passe à travers les options santé notamment. Et puis ensuite, pendant tout le cursus médical, c'est faire en sorte que quand on vient qu'on vient d'un bassin de vie, qu'on puisse y rester et faire beaucoup plus de stages, moins ce qu'on appelle CHU centré, mais beaucoup plus dans les territoires, que ce soit dans la médecine libérale, la médecine de ville, ou dans les centres hospitaliers qu'on dit périphériques, qui sont également dans les territoires. Et puis d'accompagner cela après à la fin de notre internat, à la fin de notre cursus, par un vrai accompagnement à l'installation médicale qui est aujourd'hui quasi inexistant. On a créé il y a quelques années, enfin, le pouvoir public, on crée plutôt il y a quelques années les guichets uniques au niveau départemental. Ça marche encore très peu, ils sont encore très peu développés. Et pourtant, c'est une vraie attente de la jeunesse médicale de pouvoir être accompagné sur notre installation. Et alors, s'il fallait donner des raisons de faire médecine? Moi, j'ai fait médecine pour aider mes prochains, aider tout le monde. Aussi, d'un point de vue un peu personnel, pour savoir qu'est-ce que j'ai comme pathologie moi-même et pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un. Et donc, c'est ça qui m'a amené justement à la médecine. Moi, j'ai beaucoup détesté mes premières années de médecine parce qu'on était peu en responsabilité, parce que c'était beaucoup du bachotage et beaucoup de bouquins. Et moi, j'ai adoré depuis que je suis interne en médecine parce que j'ai les patients, je suis responsable, c'est moi qui décide avec mon chef de comment on fait la prise en charge. Et on voit surtout la progression, l'évolution de santé, des fois en bien, des fois en moins bien. En tous les cas, on est là et c'est l'accompagnement qu'on peut fournir aux patients qui, je trouve, est un vrai moteur dans la vie. En tout cas, quand on peut le faire bien, c'est hyper satisfaisant de le faire au quotidien.